Merci Dr Jaiden. Bonjour tout le monde. Permettez-moi, chers maîtres et chers confrères, de vous présenter ce cas clinique. Donc, c'est une dame âgée de 50 ans. Elle a comme antécédent un diabète sous ADO. Elle est suivie pour une lithiase urinaire symptomatique avec des coliques néphrétiques récurrentes. La dernière colique néphrétique remonte à 3 jours, traitée médicalement avec une amélioration de la symptomatologie et persistance de quelques douleurs. Donc, actuellement, lors de sa consultation, elle avait des lombalgies droites avec frisson. Donc, il y a aggravation de la symptomatologie avec les frissons. Donc, elle nous a consulté. À l'examen, la patiente était fébrile à 39 degrés Celsius. Elle était consciente et coopérante avec un score Glasgow à 15. Stable sur le plan hémodynamique avec une tension à 13,7 et un pouls à 73 battements par minute. La fréquence respiratoire était à 17 cycles par minute, donc ce qui nous a permis de calculer le score QSOFA qui était à 0. Son abdomen était souple et dépressible, la fosse lombaire droite était sensible avec un empattement et l'ébranlement lombaire était positif à droite. Donc, sur le plan biologique, le taux de leucocytes était normal avec des blancs à 9300. La fonction rénale est aussi correcte avec une créate à 65. Elle avait un syndrome inflammatoire biologique, donc une CRP à 193. À l'AESP, donc, on note la présence de cette opacité de tonalité calcique, faisant à peu près 2 cm, qui se projette sur l'aire rénale droite, urétérale lombaire droite. Donc, on est devant une colique néphrétique qui est bien évidemment compliquée, vu la fièvre, la douleur. Donc les coliques néphrétiques qui s'est améliorée, puis l'aggravation de la douleur, le syndrome inflammatoire biologique. Donc devant cette colique néphrétique compliquée, quel est l'examen d'imagerie à demander? Donc est-ce que vous demandez une échographie abdominopelvienne, un scanner abdominopelvien sans injection de produits de contraste, un uroscan ou un uro-IRM? Oui, donc on demande un uroscan. Donc, l'uroscan a montré un calcul obstructif au niveau de la jonction pyélo-urétérale droite de 23 x 17 mm et 465 unités 11 filtres, correspondant à l'opacité qu'on a vue à l'AESP. On a aussi noté une extravasation de produits de contraste au temps tardif avec un urinome qui mesure 24 mm d'épaisseur et 14 cm d'étendue. Donc, on voit très bien ici le calcul avec l'urinome tout autour. Donc voilà notre lithiase et l'urinome Donc voilà, au total, il s'agit d'un tableau de colique néphrétique fébrile qui est le signe d'une pyélonéphrite obstructive avec diagnostic d'une rupture des voies excrétrices sur le scanner et d'un urinome surinfecté chez une patiente âgée de 50 ans. Alors, quelles seront les bases de la prise en charge chez cette patiente? Est-ce qu'on fait un remplissage ou non? Donc, est-ce qu'on va démarrer une antibiothérapie? Faut-il drainer par une sonde JJ? Faut-il drainer l'urinome par voie percutanée ou aller opérer et faire une lombotomie avec extraction du calcul et évacuation de l'urinome en urgence? Alors, qui fait 1? Qui fait 2? Non, pas 2. Qui fait 3? Et qui fait 4? Les propositions. Voilà. Ouais. Qui fait 4? Et qui fait 5 finalement, qui ouvre? Personne. OK?
Donc voilà, on va mettre la patiente sous antibiothérapie. On va faire une perfusion du sérum physiologique, drainer les cavités urétero-localicielles par une sonde J et discuter le drainage percutané de l'urinum. La lombotomie en urgence n'a pas de place. Donc pour bien prendre en charge cette patiente, il faut tout d'abord classer cette pyélonéphrite et évaluer la gravité. Donc, s'agit-il d'une pyélonéphrite qui est simple, une pyélonéphrite à risque de complications ou une pyélonéphrite qui est grave? Alors, 1, qui dit 1, qui dit 2, qui dit 3, voilà. Donc, voilà les recommandations. Driss, pourquoi tu as dit 2? Juste pour savoir. On va te ramener un micro. Un état de choc septique et que la nécessité de drainage ne doit pas forcément se faire en urgence. Il y a une discussion pour le drainage. Tant que l'urinome, il n'y a pas de signe de surinfection de cet urinome, on peut, selon moi, proposer un drainage par une sonde JG et surveiller avec une antibiothérapie. Ok. Donc, selon les recommandations de l'Association française d'urologie et de la Société de pathologie infectieuse française, les signes de gravité d'une pyélonéphrite, c'est le sepsis avec un score Q-SOFA supérieur à 2, un choc septique, mais aussi l'indication d'un geste urologique. Ici, on a les signes d'infection de cet urinome et on a une pyélonéphrite obstructive. On a un calcul qui est obstructif avec des coliques néphrétiques et de la fièvre et un syndrome inflammatoire biologique. Donc, je pense que l'indication du drainage par une sonde JJ, elle est là, en urgence, et de l'urinome, donc c'est à discuter au cas par cas. Oui, en fait, c'est une pyélonéphrite qui va nécessiter pas un seul drainage, mais un double drainage, puisqu'il y a une infection du contenu donc, des voies excrétrices et également donc, de l'urinum, je pense. Bon, on ne peut pas faire la part entre les deux, mais je pense qu'il y a une communication entre les deux. Et si l'un est infecté, donc il a surinfecté l'autre. Et on a vu que, on va dire peut-être je brûle par la suite les étapes. Donc on va laisser puis revenir. D'accord, des choses, je ne veux pas apporter des réponses. On garde le suspense. Voilà, c'est ça. Donc c'est une pyélonéphrite grave. Donc devant une pyélonéphrite grave, il faut faire un bilan avec une CRP, urécréate, l'imagerie, l'antibiothérapie. Mais il faut aussi ne pas oublier les hémocultures qui sont indiquées donc, dans ce type de pyélonéphrite. Alors, comme on a dit, on va mettre la patiente sous antibiothérapie. Quels sont les antibiotiques que vous proposez pour cette patiente? Est-ce qu'on va la mettre sous céfotaxime seule? Est-ce qu'on va associer la gentamicine, la micacine ou la ciprofloxacine? Alors, qui fait 1? Qui fait 2? Fine 2. Pour. Je ne vois pas le 2. Alors, qui fait 3? Tout le monde est en 3. Et qui fait 4? Donc, tout le monde fait 3. Qui a fait le 2? Michel, Fino. Vas-y, Michel. Ah oui, là-bas. Pourquoi le 2? Alors, un micro, s'il vous plaît. Je pense que c'est pour la même raison. On n'a pas encore de choc septique. Donc, je pense que les aminosides, que ce soit la gentamicine ou la micacine, je pense que ça aura le même dessin, quoi, le même effet. Okay. En fait, le choix de l'aminoside en question, ce n'est pas une question de choc septique ou pas, mais c'est une question de résistance.
Donc actuellement, on sait tous que donc, ce sont les bacilles gram-négatifs qui seraient responsables de cet épisode d'infection. Et le taux de résistance à la gentamicine est important vis-à-vis donc, de l'amicacine. C'est pourquoi donc, maintenant, on choisit plutôt l'amicacine que la gentamicine. Donc voilà, si on se réfère aux recommandations des sociétés savantes, le traitement de l'antibiothérapie des pyélonéphrite aiguë grave, c'est la céfotaxime ou la ceftriaxone associée à l'amicacine et non pas la gentamicine. Il faut bien évidemment rechercher les facteurs de risque de BLSE, comme une hospitalisation donc récente, une prise d'antibiotiques récente, une vie donc dans une maison de retraite. Et s'il y a les facteurs de risque de BLSE, il faut mettre le patient sous tazocilline, si on a une documentation bactériologique, ou sous tazoamicacine, bien évidemment, ou sinon sous imipenem, meropenem avec l'amicacine. Il faut ensuite adapter selon le résultat de l'antibiogramme. Et la durée totale est de 10 à 14 jours, sauf dans quelques cas où il y a des complications qui nécessiteraient le prolongement de l'antibiothérapie. Donc, pour le drainage de l'urinum, que disent les recommandations? Donc, il n'y a pas vraiment de recommandations concernant l'urinum qui complique un calcul obstructif, mais il y a des recommandations pour l'urinum post-traumatique. Et selon ces recommandations, le drainage de l'urinum se fait s'il y a augmentation de sa taille dans les scanners de contrôle, s'il y a des signes de surinfection, donc la fièvre, s'il y a un nucléus réflexe important et gênant pour le patient, et s'il y a donc des douleurs qui sont importantes, et donc là il faut drainer cet urinum. Donc nous on a opté pour une ponction scano-guidée, puisque c'était quand même un hématome de taille importante, c'était des urines infectées au niveau du rétropéritoine. Donc on a fait un double drainage, une montée de sang d'IJ et une ponction scano-guidée de l'hématome. Donc voilà, après cette antibiothérapie, ces drainages, l'évolution était favorable. On a obtenu la pyrexie stable dès le J3. La fosse lombaire est devenue moins douloureuse. La CRP passe de 192 à 25 et les blancs sont à 6700. Le CBU et les prélèvements bactériaux péropératoires étaient négatifs. Le scanner de contrôle AJ10 a montré une régression de l'urinum qui mesure 16 mm d'épaisseur x 10 cm d'étendue versus 25 mm x 14 cm. Et la patiente est mise sortante AJ12 d'hospitalisation sous ceftriaxone, 1 gramme, une injection par jour. Et on a opté vers un prolongement de la durée totale de l'antibiothérapie qui était donc de 21 jours. La patiente est revue à la consultation récemment. Et elle se demande donc, elle demande une solution pour sa lithiase et sa JJ. Donc voilà, il s'agit d'un calcul de la jonction pyélo-urétérale de 25 mm qui est radio-opaque. Ahmed, s'il te plaît, avant de passer donc au traitement du calcul, je reviens donc à notre jeune collègue qui pour lui le tableau clinique n'était pas donc très grave, disons. Mais j'insiste, hein. Donc heureusement, la patiente a consulté là où son état était encore donc, stable. Mais il ne faut pas oublier que dans une pathologie obstructive pareille, donc c'est l'équivalent d'un abcès, je reviens, donc je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, et donc on a un laps de temps, ce qu'on appelle le concept du golden hour. Donc on a un laps de temps avant que le patient ne présente par la suite à ce sepsis-là, une dégradation de son état, que ce soit hémodynamique ou bien autre. Donc, et même les constantes biologiques qui peuvent se dégrader. Tu as vu, donc là, le score de sepsis, il est à 0, mais rapidement. Donc si on n'agit pas très vite chez ces patients-là, donc la dégradation de l'état peut survenir rapidement. Donc, avec une patiente ou un patient pareil hospitalisé dans le service, on ne peut pas dormir tranquille
et attendre demain pour voir l'évolution, pour voir est-ce qu'on va drainer ou non. Donc, dès qu'on a posé le diagnostic, il y a un sepsis, il y a une défrisance, ça signale qu'il y a une bactériémie qui est en cours, donc on fait tous les prélèvements nécessaires, on démarre immédiatement notre bi-antibiothérapie et on descend le malade au bloc pour le drainer. Donc, j'insiste sur ce fait pour nos jeunes collègues, donc il ne faut pas se rassurer avec un état pareil, parce que l'évolution péjorative peut se voir très rapidement dans les heures qui suivent. Donc, il ne faut pas rater ce moment opportun qui nous permet donc de traiter le patient avec donc un petit peu d'aisance et donc avec un confort. Voilà. Merci. Donc, après avoir traité l'épisode aigu, la prochaine étape, c'est de traiter la cause, c'est le calcul. Donc, c'est une lithiase de la jonction pyélo-urétérale qui fait 25 mm et qui est radio-opaque. Quelle serait notre conduite à tenir devant ce calcul? Voilà les images. Est-ce qu'on peut proposer une abstention surveillance? Est-ce qu'on peut proposer l'urétéroscopie souple, la LEC, la NLPC, la pyélolithotomie célioscopique ou par lombotomie? Donc, qui propose une abstention surveillance? Qui fait 1? Alors, qui choisit 2? Ouais. Qui choisit 3? Donc, il y a du 2 et du 3. Qui choisit 4? Il vous demande de revoir les coupes avant de choisir. L'ASP. Plutôt les coupes, moi je pense, pour la décision chirurgicale. L'aspect de la lithiase. Voilà. Moi je pense celle d'avant. Il veut savoir si c'est pour une NLPC ou une pyélolithotomie. Il veut voir le pilon, il veut voir l'angle de cliché de reconstruction. Il veut voir s'il peut y accéder par un LPC ou pas. C'est du produit de contraste. La densité, c'est à 465 unités ensuite. Donc on revient vers la proposition. Vers les propositions. Donc on a des bada, encore. C'est bon. Donc on a du 2, on a du 3, c'est ça? Alors qui fait 4? Et qui fait 5? Quelques laparoscopistes quand même. Qui fait 6? Une seule personne. Donc les avis sont mitigés. Donc on fait un peu tout, quoi. Tout est possible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire chez cette patiente? Donc si alors pour l'abstention surveillance, on est d'accord, c'est pas indiqué, c'est un calcul obstructif compliqué de pyélonéphrite, c'est une patiente jeune qui n'a pas de problème anesthésique, donc il faut la traiter. Donc si on se réfère aux recommandations de l'Association française d'urologie pour les calculs supérieurs à 2 cm du ras, donc le standard c'est la néphrolithotomie percutanée. On peut donc faire aussi une lithotricie extracorporelle, bien qu'on sait tous que la LEC est indiquée pour les calculs qui sont inférieurs à 2 cm. Avec une sonde JJ, on se permet de la faire pour des calculs supérieurs à 2 cm. La néphrolithotomie célioscopique est aussi intéressante. On peut donc la pyélolithotomie, pardon, est aussi intéressante. Et la chirurgie ouverte reste le dernier recours, la lombotomie. On pourrait aussi proposer l'urétéroscopie souple, mais c'est hors recommandation et ça va se faire donc à 2 séances avec respect du temps opératoire, surtout qu'on a une voie excrétrice qui est cicatricielle. Donc voilà, il y a plusieurs options, c'est selon le plateau technique disponible, l'expérience des chirurgiens, et donc on va choisir une technique ou une autre. Moi ce que je propose c'est la lithotricie extracorporelle, patiente a une JJ, donc elle peut faire la LEC, c'est un calcul qui n'est pas très dense, il est visible à l'AESP, donc elle se prête à une LEC.
Voilà. Alors, j'ai une remarque pour ceux qui ont choisi la souple. Oui, pourquoi pas, mais on va mettre 2 heures. Donc, ce sera 2 heures avec un laser YAG. Peut-être qu'avec un laser thulium, on arrivera à la faire en 1 heure. Ce qui est rassurant, c'est la densité du calcul, 400 unités à Hounsfield. Donc, on s'attend à un calcul plutôt friable. Mais ce ne serait pas le premier choix. Pas dans ce contexte post-infectieux. Uniquement dans des cas bien particuliers. Ce n'est pas un très bon cas. C'est 2 heures au laser YAG. Peut-être avec le thulium, mais encore le thulium, il faut qu'on ait un peu plus de recul dessus. Voilà. Oui, je partage ton opinion, parce que là, on est quand même devant un calcul qui est un petit peu volumineux, disons 25 mm, et sa position, il est à cheval. C'est là vraiment la jonction pélo-urétérale. Si on choisit de faire une percutanée, ça va nécessiter peut-être, si c'est il est mieux, une ponction, pas du calice inférieur, parce qu'on va avoir un angle, donc peut-être il faut faire une ponction calicielle moyenne, voire supérieure, qui va nous donner plus d'aisance pour descendre jusqu'au bout distal du calcul. Si on fait un calice inférieur, ça va être vraiment très très difficile et on n'a pas cette angulation pour compléter le calcul, à moins peut-être le tirer, donc ce n'est pas évident. Pour l'urétéroscopie souple, moins prolonger l'intervention avec un rein déjà qui est rompu et cicatriciel, ça pose problème. Peut-être là, on va peut-être majorer et récidiver la perforation avec l'irrigation donc prolongée. Surtout, là, en fait, dans le souple, le problème, c'est les pressions. Oui. Donc, on travaille avec des pressions Voilà. intrarénales de 60 cm Tout à H2O. Tout à fait. Et donc, Ça pose problème. c'est vrai qu'il y a des astuces. À moins que d'emblée, on part pour plusieurs séances, 2, 3 séances, et puis donc minimiser le temps, peut-être. Voilà. En fait, ce qui est important, ce n'est pas le grand diamètre du calcul. C'est le volume du calcul. C'est le volume, tout à fait. Donc, si oui. on a un calcul qui fait 2 cm fois 1 cm, et un calcul qui fait 2 fois 2, le calcul qui fait 2 cm fois 2 cm, il y a 8 fois plus de masse calculeuse. Tout à fait, tout à fait. Donc, si on fait un calcul 1 fois 1 versus 2 fois 2, la différence, ce n'est pas le double. Ce calcul nécessiterait minimum 4 heures. Juste 4 pour, heures en YAG. juste pour terminer maintenant. 1 fois 1 contre 2 fois 2, la différence entre les deux, c'est 8 fois. Ce n'est pas le double. Bon, ici, il est friable. Ça nous est arrivé de faire de l'urétroscopie souple sur des calculs qui ont un grand diamètre, mais qui seraient quand même beaucoup plus fins. On a fait du 2 cm, mais un peu plus fin que ça. Moi, je pense, comme le disait le professeur Mourad Hachslimane, le plus important est que ce n'est pas une urétroscopie semi-rigide. Quand on est en urétroscopie semi-rigide, on travaille à un niveau de pression assez bas. Maintenant, dès qu'on arrive dans le rein, c'est pour ça qu'il y a la gaine, mais ça ne marche pas bien la gaine, surtout quand c'est du 10-12. Les pressions sont à 60 cm H2O. Et donc, on risque aussi, ça c'est le plus important, je pense, on risque de majorer le traumatisme. Voilà. Tout à fait. Donc, Je pense qu'il a une question. Oui. Juste une réflexion par rapport à la NLPC. Dans ce cas, on voit que pour ce calcul, il y a un bec qui descend dans la jonction et il existe un risque de désinsertion de l'urtère. Aussi, une autre option qu'on peut proposer, c'est un calcul qui est très faiblement radio-opaque sur l'AESP. Il mesure 400 unités en fil sur le scanner. On se dit qu'il y a probablement une coque calcique, un calcul radio-transparent avec une coque calcique. Donc une séance de LEC avec de l'alcalinisation peut aussi fonctionner sur ce calcul. Merci. oui, oui, bon. Moi, je pense que on a une chance que ce calcul soit radio-opaque. Donc, avec une densité aussi faible, je pense qu'on peut s'attaquer avec une LEC, surtout que le rein est protégé par une double J, ça ne coupe pas les pans. Donc, on peut tenter, et puis, si ça ne marche pas, on peut se référer à une autre technique. D'accord. Professeur Break. Bon, juste une remarque, il y a quelques-uns qui ont proposé la pyélotomie laparoscopique. Donc là, il faut faire attention parce que c'est un urinome, il y a une péripyélite qui est très intense. Bon, la pyélotomie à ciel ouvert, c'est gérable, mais par voie cilioscopique ou lomboscopique, c'est difficile. Bon, c'est difficile. La deuxième remarque, c'est concernant la percutanée. Dans ce cas-là, bon, la mini fait l'affaire mieux que, vu le contexte. Bon,
vu la taille, bon, peut-être la mini, si elle est disponible, fait mieux l'affaire. Oui, je dirais qu'il y a d'autres alternatives thérapeutiques comme le traitement combiné. Donc pour la mini NLPC, on peut utiliser, si Mourad Kalma, bon, on ne peut pas accéder du calice inférieur, mais on peut s'aider d'un cystoscope souple. Donc on peut accéder au pilon et même à l'urtère lombaire. Et il y a une autre alternative, c'est le traitement combiné. Donc la mini NLPC associée à l'urétroscopie. Donc ça peut marcher dans ce cas. Ouais. À condition d'utiliser un urétroscope à usage unique. Il ne faut pas casser l'urétroscope. Avec ça, donc, on va éviter l'hyperpression. Donc, comme ça, on va éviter l'hyperpression intrarénale puisque on a, donc, déjà on a créé une ouverture dans la voie excrétrice. Vous avez encore un diapo? Oui, un seul diapo. Donc, conclusion. Donc voilà, pour conclure, on peut dire que la colique néphrétique fébrile, c'est une urgence urologique. C'est l'expression clinique d'une pyélonéphrite aiguë obstructive, qui est une infection urinaire grave. Le traitement repose sur la double antibiothérapie par céphalosporine de 3e génération avec amikacine et le drainage des cavités urétero-pyélocalicielles. En cas d'urinome ou d'abcès rénal, il faut discuter le drainage et prolonger l'antibiothérapie. Voilà, merci. Et qu'est-ce que vous allez lui faire, cette patiente, finalement? C'est qu'on n'a pas un plateau technique qui est très développé. Donc on va voir à côté de nos voisins si quelqu'un est preneur. Sinon, donc, on va choisir peut-être finalement soit une lithotricie ou bien la 6e proposition qui n'a pas été choisie par personne.